Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Le chef de l'État, Patrice Talon, a dévoilé les noms des ministres conseillers ce mercredi 11 décembre 2024. Contrairement aux récriminations de certains requérants et de l'opposition, les 12 noms dévoilés au peuple béninois sont en mesure de proposer des solutions pertinentes et de contribuer à la prise de décision. Mais la question que beaucoup d'analystes se posent, quels conseils stratégiques ces ministres conseillers peuvent-ils fournir au chef de l'État à quelques mois de la fin de mandat de Patrice Talon? À suivre juste après la pause publicitaire, les réactions des analystes politiques qui seront en direct au téléphone et les réactions des citoyens sur le sujet. Elles sont fortes et résilientes, ambitieuses et créatrices. Elles aiment les challenges. Elles sont conscientes de leur pouvoir et de leur potentiel. Elles arrivent. Rejoignez la communauté des inspirantes. Merci de préférer Guéri TV, mesdames et messieurs. Longtemps attendu, les ministres conseillers sont désormais connus. Ils ont été nommés à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024. Annoncé depuis un moment, ce collège de personnalités politiques issues des partis de la mouvance a pour mission de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale tout en consolidant les fondements électoraux de la majorité présidentielle. 12 au total, ils ont été nommés pour renforcer les membres du gouvernement dans leurs responsabilités. Qu'ils vous souviennent que le décret numéro 24-006 du 9 janvier 2024 n'a pas été une pilule facile à avaler pour certains Béninois. Retour sur les attributions et missions de ces personnalités dans cet élément que vous propose la rédaction. 9 janvier 2024, le président de la République, Patrice Talon, prend un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres à la présidence. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure. En effet, le ministre conseiller est un collaborateur du président de la République. Il est nommé par décret du président de la République et sur proposition des partis membres de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ou qui soutiennent l'action gouvernementale. Article 4 du décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 et à l'article 5 de préciser que le collège des ministres est dirigé par un coordonnateur désigné par le chef de l'État. Le coordonnateur en question a pour rôle principal de suivre la mise en œuvre des programmes d'activité des ministres conseillers. Mieux, le coordonnateur du collège des ministres conseillers participe aux réunions, séminaires et activités du conseil des ministres à l'instar des membres du cabinet du président de la République. Un peu plus loin, à l'article 6, il est stipulé que les frais de fonctionnement du collège des ministres conseillers sont inscrits sur une ligne spécifique du budget de la présidence de la République. À peine pris, le décret portant création d'un collège de ministres conseillers à la présidence de la République fait l'objet de recours devant la haute juridiction. Selon les requérants, qu'à la lecture des dispositions du décret, en l'occurrence son article 4, il s'observe une flagrante violation des dispositions de la Constitution, norme suprême à laquelle toutes les autres normes doivent impérativement se conformer. Que c'est à juste titre que la présente action est dirigée contre le dit décret dans toutes ses dispositions. Les anomalies relevées en ce qui concerne le décret querellé sont très simples. Et il faut considérer déjà à partir de certaines considérations et trouver qu'à l'article 4, on nous dit que le corps des collèges des ministres conseillers, donc pour la nomination de ces gens-là, c'est sur proposition faite par les partis politiques de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ou soutenant les actions gouvernementales. Dans un raisonnement contrario, la nomination de ces gens-là ne peut pas provenir d'autres corps ou d'autres partis politiques tant que ces partis ne soutiennent pas ou n'appartiennent pas à la majorité présidentielle. Et donc, c'est un critère et vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où on n'a jamais cessé de dire que nous sommes tous égaux devant la loi et que le système d'égalité et par ailleurs le principe de non-discrimination postule à ce que l'on ne puisse pas traiter de façon discriminée des citoyens de ce pays et par ailleurs également des associations ou partis politiques. Et donc, en faisant le lit aux partis politiques de la mouvance, tout en excluant ceux de l'opposition ou encore les partis indépendants ou encore d'autres associations eux-mêmes, ceux-là qui ne sont pas en association, cela pose un problème d'égalité, de discrimination. En tout cas, la pilule de la création d'un collège de ministres conseillers à la présidence du Bénin est aussi amère à avaler pour le parti Les Démocrates. Eugène Azatasso pense également que le décret viole la Constitution en ce sens que les fonctions de ministres conseillers ne sont
sont pas prévues par la loi organique numéro 2010-05 du 3 septembre 2010 qui établit la liste des hauts fonctionnaires, discrimination et rupture d'égalité, le 4e vice-président du Parti Les Démocrates estime que les décrets relatifs au poste de ministre conseiller à la présidence de la République créent une discrimination et rompt l'égalité dans l'accès à une fonction publique. Face à la presse, le 8 février 2024, Patrice Talon se défend. Il a expliqué que le ministre conseiller, contrairement aux récriminations de certains requérants, n'est pas un haut fonctionnaire au sens de la loi qui fixe la liste des hauts fonctionnaires de l'État. Le ministre conseiller est appelé à exercer une fonction politique et non un emploi supérieur de l'administration publique. Vous l'avez tous entendu que j'ai proposé au Conseil des ministres qu'il a adopté de créer un collège des ministres conseillers. Depuis mon premier mandat et durant ce second-ci, vous avez dû constater que parfois nous faisons appel à des compétences non politiques pour conduire l'action du gouvernement. Le pays a besoin de deux choses pour bien fonctionner. Que la vision soit claire. Et la vision est définie par les élus qui exposent à leur population ce qu'ils comptent faire, comment ils voient les choses, et ceux-ci leur accordent leur confiance. Et que ce soit au niveau local, au niveau national parlementaire ou au niveau de l'exécutif, le politique détermine la vision et même la programmation de l'action exécutive. Et la mise en œuvre requiert parfois des compétences qui ne sont pas politiques. Vous pouvez avoir besoin de certaines compétences dans le domaine de la santé, dans le domaine de la défense de la sécurité, dans le domaine du numérique, et parfois ces compétences n'ont pas du tout de chapeau politique. Parce que l'idéal serait que les acteurs politiques disposent des compétences qu'il faut à tous les niveaux. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde où tous les acteurs politiques ont toutes les compétences dans tous les domaines. Et même un pays, ça se complète. Ceux qui ont une vocation politique, ceux qui n'en ont pas du tout, mais chacun a son rôle au plan pratique dans le pays. Pour un pays à construire, à bâtir, l'exigence de compétences est très élevée, plus que les pays développés. Un ministre de la Santé en France ou aux États-Unis n'a pas besoin d'être un expert en la matière autant qu'un ministre de la Santé au Bénin, parce que tout est à construire. Là-bas, il y a une structure administrative, une superstructure qui existe, qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, et un ministre peut s'appuyer sur tellement de compétences, parfois pour arbitrer ou parfois pour prendre des décisions. Ici, parfois et souvent d'ailleurs, les ministres sont appelés à aller dans les détails et à faire des arbitrages même de base. Et c'est pareil, c'est pas seulement au Bénin, c'est dans tous les pays en développement où tout est à construire. Il faut attendre le 11 décembre 2024 pour découvrir ces ministres conseillers. 12 au total, ils ont pour mission principale de contribuer à la définition de la politique gouvernementale. Ils participent activement à l'élaboration des politiques sectorielles et à la préparation des discours politiques, apportant ainsi leur expertise et leur vision stratégique. Assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. À moins de 2 ans de la fin de mandat de Patrice Talon, ces ministres conseillers peuvent-ils proposer des solutions pertinentes et contribuer à la prise de décision? Peuvent-ils fournir des conseils stratégiques au chef de l'État? Seul le temps pourrait nous donner raison. Que retenir des personnalités bien connues nommées au poste de ministre conseiller? Guéri TV Monde vous replonge dans la biographie de quelques-uns, comme c'est le cas par exemple de Rachidi Badamansi, Janvier Yawedéou, Sedami Medegan Fagla, Gilbert Déou Malé, Claudine Prudencio, Jacques Ayadji. L'élément est signé Latifat Koweno. Plus d'interrogations ni de spéculations sur les ministres conseillers. Les 12 personnalités chargées de collaborer avec les ministres sectoriels et de conseiller le président de la République, Patrice Talon, sont connues. 3 têtes féminines s'illustrent dans la liste occupée par 9 hommes. Elle est composée de députés non élus aux législatives de 2023, de présidents de partis politiques et de cadres de l'administration. Au total, 4 ministres conseillers, membres du parti politique Bloc républicain, ont été nommés,
tandis que 6 ont été désignés dans la grande formation politique de la mouvance présidentielle UP Le Renouveau. À ces 2 formations s'ajoutent les présidents de 2 partis présidentiels, à savoir la Renaissance nationale de Claudine Afiavi Prudencio et le parti Mouel Béné de Jacques Ayadji. Que peut-on retenir des ténors de cette liste de ministres conseillers? L'honorable Rachidi Gbadamansi, après avoir siégé au sein de l'hémicycle à la 5e législature, le buffle du Borgou, membre du parti Bloc républicain, a occupé plusieurs postes au cours de la 8e législature. On peut entre autres citer le poste de vice-président du réseau des parlementaires africains, membre des commissions défense et sécurité. Député déchu en 2023, l'honorable Rachidi Gbadamansi n'a pas siégé à la 9e législature. Janvier Yawedeu, également membre du parti Bloc républicain, il n'a pas échappé à l'application de la loi qui dispose qu'un titulaire nommé ministre peut revenir une fois qu'il a quitté le gouvernement, prendre sa place de député. Étant le suppléant de l'ancien ministre Hervé Heromé, ce dernier a récupéré son siège à l'hémicycle après son limogeage du gouvernement de la rupture. L'homme de la bonne gouvernance, ancien candidat aux élections présidentielles de 2006 et élu député en 2006, 2015 et 2019, gagne toujours la confiance du président Patrice Talon qui le nomme ministre conseiller au service public. Sedami Mendegan Fagla, élu député pour la première fois en 2019, l'honorable Sedami Mendegan Fagla n'a pas regagné son siège au sein de l'hémicycle en 2023. Restée fidèle aux idéologies du gouvernement, elle se compte parmi les 3 femmes nommées par le chef de la rupture. Elle est ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Jacques Ayadji, président du parti Mouel Béné, ayant participé aux élections de 2019 et 2023, il n'a pas atteint le seuil pouvant permettre au parti d'avoir des sièges au Parlement. La nomination de l'actuel directeur des transports terrestres et aériens au titre de ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie est vue comme un point stratégique pour le gouvernement de la rupture en vue des enjeux de 2026. Claudine Afiavi Prudencio, nommée ministre conseillère à la santé, est restée à la tête de l'Institut national de la femme pendant moins de 2 ans. La présidente du parti Renaissance nationale est toujours engagée à soutenir les actions du gouvernement de la rupture. Autre tête dans cette liste des nominés, Gilbert Deoumale, ancien directeur du Fonds des Arts et de la Culture. Espedi Kodjo Wessou, ancien directeur de la Sonacop. Paulin Benou, ancien député du Bloc républicain. Paulin Akpona, également du Bloc républicain. Mariam Djaouga Saka, Saka Kinabiogera et Aïbatin Jonas Rantan, tous membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Ces nominations, intervenues ce mercredi 11 décembre 2024 au cours du Conseil des ministres, visent quel objectif à l'approche des échéances de 2026? Grand point d'interrogation. Certains noms sont bien connus du paysage politique. Il s'agit par exemple de Rachidi Gbadamansi, Janvier Yawedeu, Sedami Mendegan Fagla, Gilbert Deoumale, Claudine Prudencio. Quelle lecture peut-on faire de l'organigramme des ministres conseillers? Nous avons au téléphone Bertin Korovi, membre du parti Bloc républicain. Bonsoir Bertin Korovi. Et bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de l'organigramme des ministres conseillers? Alors, merci. Je remarque tout simplement que les chefs des deux, les petits poussés et de la
mouvance présidentielle, c'est-à-dire Moël Bénin et le parti RN, ont été promus. Et ceci montre la fidélité du chef de l'État et sa reconnaissance à l'endroit de ces partis-là. C'est ce qui peut justifier la nomination de Jacques Ayadi, qui occupait du reste déjà presque la même fonction. Mais aujourd'hui, avec l'attribut de ministre conseiller, ben, il prend du galon. Je prends aussi Madame Prudencio, qui a quitté l'Institut de la femme, et bon, alors, qui fait aussi beaucoup pour soutenir la mouvance présidentielle. Je crois que c'était pour rassurer les militants de ces deux partis politiques. Quand on prend Janvier Yawédéo, Janvier Yawédéo, qu'on l'aime pas, eh ben, Yawédéo était au Parlement, ben, son tutélaire a quitté le gouvernement, est venu reprendre sa place, ben, il a perdu son poste, il fallait encore le recaser. Mais Janvier Yawédéo a qualité pour jouer le rôle qu'on lui confie. Gbadamassi, Rachid Gbadamassi, elle, professeur. Nombreux ne comprennent pas, mais Gbadamassi a toujours été à la tête de la commission sécurité-défense. Et de ce point de vue, les Américains l'ont formé et il a aujourd'hui beaucoup de certifications en matière de sécurité et de défense. Quoique ne parlant pas un français où il va utiliser l'imparfait du subjonctif, Gbadamassi sait de quoi il parle quand on parle de sécurité. Donc le chef de l'État aussi a fait un bon choix. Madame Médégan, ben, elle est au contrôle, elle soutient bien le président. On peut tout lui reprocher, mais elle est chercheur à l'université. Donc elle est dans son élément. Je crois que l'essentiel a été respecté. D'ailleurs, monsieur Déou, je crois que c'est un enseignant à la retraite. Et quand il parle, on lui a confié l'enseignement. Le président a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce que moi, je salue plutôt. Maintenant, est-ce que cette équipe est une équipe pour gagner une élection? Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est une équipe qui peut permettre, ma foi, de suppléer à certaines insuffisances, ou plutôt, pas insuffisances, d'apporter leur plus à ceux qui sont déjà en fonction en tant que ministre. D'accord. En tout cas, vous avez cité des noms, hein, Rachidi Gbadamassi, Déou Malé, Médégan Fagla, Jacques Ayadi, etc. Mais Bertin Kaouvi, certains estiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Oui, mais ils veulent comprendre qui eux, ils ne sont pas connus du président. Eh ben, en politique, on travaille avec ceux qu'on a sous la main. Mais les gens se plaignent, il n'y a que 12 qu'on ait pris. Mais attendez, si on doit prendre tout le monde, eh ben on fera comme Yahi Boni, qui a en 10 ans fait 140 ministres au total. Le président Talon a décidé de ne pas aller dans ce sens-là. On prend les mêmes, on reprend, c'est pas grave. L'essentiel, ce sont des Béninois et qu'ils jouent leur rôle. Voilà, c'est à ça qu'il faut les juger. Il n'y a que 12 places, ils veulent comprendre qui. Quoique, j'aurais quand même aimé avoir plus de femmes par contre. Parce qu'il faut commencer par promouvoir nos femmes. Mais seulement elles-mêmes, elles se cachent. Si c'est pour s'énerver contre leur mari, elles savent parler. Mais quand c'est pour montrer leur leadership en milieu politique, eh ben, en avant le silence. Donc, on n'a eu que quelques femmes. C'est pas bien grave, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on ait peut-être 4 femmes. J'aurais aussi aimé un peu plus de jeunes, parce que ceux-là font pratiquement 60% de l'électorat aujourd'hui. Mais bon, c'est le président qui décide et il a pris ceux qu'il a sous la main, ceux en qui il a confiance et ceux qui peuvent faire le travail pour lui. C'est lui qui est élu, sa volonté est la volonté divine. Très bien. À ces noms déjà, bien connus, s'ajoutent d'autres, Bertin Kaouvi, qui n'avaient pas forcément occupé des responsabilités. Un journal écrit ce matin, je cite, bien évidemment, un nom manque pourtant à l'appel, celui de Bertin Kaouvi. Mais écoutez, franchement, après tout ce que j'ai été à l'étranger chez d'autres présidents, et tout ce que peut apporter au président Patrice Talon, vous croyez que c'est en étant ministre conseiller? Moi seul, je fais les 12 à la fois. Ça me fait un affront que de croire que mon nom manque à la nomination de ministre conseiller. Moi, quand j'ai créé mon institution, moi-même, le défensorat du peuple béninois, à cette place date et tous les matins, j'opine, je dénonce, et je conseille. Non, je suis plutôt très heureux
Et je remercie le président de ne m'avoir pas nommé parce que me nommer aurait été pour moi un affront. Et d'ailleurs, je lui ai toujours dit, s'il veut que lui soit utile, il ne faudrait pas qu'il me nomme. Donc, il n'y a rien. Ne vous faites aucun souci, le nom de Corvi manque. Il faut le laisser. Merci à vous. Et puis quoi encore? Merci à vous, Dr Corvi. Je rappelle quand même que vous êtes membre du bloc républicain. Et merci d'avoir accepté répondre à nos questions concernant le sujet relatif à ces 12 nominations qui sont liées justement au conseiller ministre qui a été décidé par le président de la République. Merci. À très bonne suite à vous. Merci beaucoup. Je le disais, mesdames et messieurs, à l'instant, Bertin Corvi, acteur politique et membre du parti Bloc républicain, ces ministres conseillers, faut-il le rappeler, sont chargés de suivre sur le terrain la réalisation des projets, réformes et programmes gouvernementaux en étroite collaboration avec les ministères sectoriels. Mais pour quel changement? Pour répondre à la question, Guéri TV reçoit pour vous le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision, Stéphane Archinochossou. Bonsoir et bienvenue sur Guéri TV Monde. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment. Vous avez découvert, comme tous les Béninois, les noms des 12 ministres conseillers. Quelle est votre appréciation? Oui, c'est avec grande satisfaction, je le dis pour le compte des partis politiques soutenant l'action du chef de l'État, parce que ça fait quand même un moment que le chef de l'État a annoncé cette mesure. Et je crois que l'attente aura été longue, mais finalement, le chef de l'État aura tenu parole à la grande satisfaction de ces acteurs qui, depuis un certain moment, sont dans l'attente. Donc, c'est avec grande satisfaction que nous notons cette promesse tenue du président de la République. Oui, 12 au total. Vous connaissez déjà les figures emblématiques Yahweh Deou, Claudie Prudencio, Jacques Kayadi, Rachidi Badamassi, Deou Malé, Médegan Fagla, etc. Mais la grande question, Stéphane, mais pour quel changement? Oui, d'abord, quand on fait une première lecture, si vous me le permettez, je fais 3 constats. Le premier constat, il est nominal, le deuxième constat, il est sectoriel, et le troisième constat, enfin, il est politique. Parce que quand on voit les dénominations de ces portefeuilles, on se rend compte qu'il n'y a pas eu une sorte de juxtaposition. On ne peut pas dire de façon structurelle que le chef de l'État a opposé ces personnes nommées à des ministères donnés, parce qu'il y a eu quand même un certain réaménagement au niveau des dénominations. Ça, c'est le premier constat que je fais. On aurait peut-être espéré que le chef de l'État, à travers ces nominations, fasse une certaine juxtaposition. Peut-être que c'est pour éviter des querelles de leadership. Tout compte fait, ces personnes qui sont nommées, ils sont nommés pour un cahier de charge ou une feuille de route bien précise. Le troisième constat, c'est que au moins tous les acteurs, toutes les formations politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État se sont retrouvés. Donc le chef de l'État a accordé quand même un certain bonus à ceux qui l'ont accompagné jusque-là. C'est quand même un remerciement politique qu'il faut saluer à sa juste valeur. Maintenant, pour quel changement? Vous savez, ceux qui sont nommés, ils sont nommés pour des aspects politiques. Et ces ministres qui sont nommés au niveau de ces sous-secteurs sont nommés de façon technique. Maintenant, ceux-là qui sont nommés pour des raisons politiques, on verra bien que il y aura un meilleur alliage entre les raisons politiques et les raisons techniques. Est-ce que entre-temps, il n'y aurait pas une sorte de collision d'attribution d'intérêts qui pourrait être susceptible d'empiéter sur l'efficacité attendue? Mais ce qui est sûr, en les nommant, le chef de l'État quand même voudrait avoir des oreilles averties sur des questions pointues et précises pour la mise en application des grandes réformes qu'il a engagées depuis son avènement au pouvoir. Merci Stéphane. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Les ministres conseillers, mesdames et messieurs, sont en mesure de proposer des solutions pertinentes et de contribuer à la prise de décision. Ils participent aux réunions interministérielles et aux activités du Conseil des ministres
agissant ainsi comme des relais entre le chef de l'État et les différents acteurs gouvernementaux. L'autre question, les profils des 12 sont-ils en adéquation avec leur poste? Au téléphone, le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonsoir Gabin Goubi et merci de répondre à nos questions. Bonsoir Mathieu Bokor, bonsoir aux téléspectateurs de Guérite TV Monde. Nous connaissons désormais les noms des 12 ministres conseillers. Selon vous, peut-on dire qu'on a mis les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut? Non, je pense que par rapport à la question de l'adéquation des profils avec les postes auxquels sont affectées les personnalités, les attentes n'ont pas été clairement comblées. Je pense qu'aujourd'hui, à l'exception de quelques-uns seulement qui véritablement sont à même de faire bouger les lignes au niveau des postes où ils sont mis, la plupart, je pense qu'il y en a dedans quand même qui laissent à désirer. Vous savez, le chef de l'État a certainement ses raisons, mais il y a quand même que ces nominations qui ont été faites là ne répondent pas aux critères de compétence que le chef de l'État s'est donné depuis d'ailleurs et qu'il est aux affaires. Aujourd'hui, quand vous voyez des personnalités comme Claudie Prudencio, qui est ministre conseiller à la santé, bon, je ne sais pas si elle n'a pas de profil qui soit lié au secteur dans lequel elle est déployée. Idem quand même pour quelqu'un comme Paulin Guénou, bon, ministre conseiller aux enseignements maternels. C'est vrai qu'il a été syndicaliste, qu'il a été acteur dans le monde syndical. Bon, son profil peut-être d'ancien enseignant peut faire quelque chose. Rachid Gouazamasi, ministre conseiller à la défense et à la sécurité, c'est vrai qu'il a été président de la commission défense à l'Assemblée nationale, au Parlement au cours d'un de ses mandats. Bon, de ce poste-là, on verra bien s'il peut véritablement apporter quelque chose de plus, conformément au décret instituant décret de fonctionnement donc des ministres conseillers mis en place. Toujours est-il qu'on attend de les voir à l'œuvre, mais on a plutôt l'impression que le chef de l'État n'a pas forcément donné, ne s'est pas forcément basé sur le critère compétence pour nommer les personnalités qu'il a promues au poste de ministre conseiller. Il a peut-être plus donné du relief aux récompenses politiques, enfin à contenter ses soutiens qui déjà se lassaient de ne pas avoir été, d'avoir bénéficié d'un retour d'ascenseur depuis qu'il est là. En tout cas, les missions sont grandes. Quels conseils, Gabin, stratégiques peuvent-ils fournir à moins de 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État? Vous savez, le décret instituant les ministres conseillers a été clair. Et puis, ceux qui sont appelés à occuper les postes, c'est sûr qu'ils ont été consultés et qu'ils ont exprimé leur disponibilité à occuper les fonctions auxquelles ils sont affectés. Bon, moi, je ne doute pas de ce que, bon, ils feront le job avec les moyens qui sont les leurs. Toujours est-il qu'ici, il y a déjà le technicien qui est le ministre en question, parce que dans chacun des départements ou des secteurs dans lesquels les ministres sont déployés, il existe déjà des ministres qui sont membres du gouvernement. Bon, ceux-ci vont peut-être apporter une expertise, pas forcément technique, mais une expertise plutôt politique, parce que le chef de l'État l'a dit au travers de l'entretien qu'il a eu avec les acteurs des médias locaux. Vous rappelez le 8 février dernier, où il a opiné sur le sujet. Il a clairement indiqué l'ambition, c'est-à-dire la philosophie qui a guidé la création de ministres conseillers, où il a matérialisé, il a décliné clairement son ambition d'arriver un peu la compétence politique à la compétence technique. Donc, il est dans une dynamique d'appeler des acteurs politiques pour pouvoir accompagner la dynamique technique, c'est-à-dire ceux qui sont membres de son gouvernement et qui forcément n'ont pas le profil politique. Donc, c'est des acteurs politiques qui viendront là pour plutôt gérer beaucoup plus tout ce qui a rapport aux subtilités au plan politique. Et quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Rachid Gouazamasi, bon, il n'est pas du domaine, on verra bien
ce qu'il pourra apporter au gouvernement sur ce plan-là. En tout cas, l'avenir va beaucoup plus nous situer, Gabin. Absolument, comme vous le dites, on attend de voir encore la droite. Nous sommes à moins de 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon. Eh bien, ces nominations répondent beaucoup plus à des critères politiques. Et n'oublions pas que les élections s'approchent. Le président veut peut-être garder un bloc compact et homogène dans la perspective donc des joutes électorales de 2026. Vous savez que dans le rang de ces soutiens, il y a déjà des prix de vote qui se faisaient entendre beaucoup. Cela c'est déjà de ne pas avoir été nommé à tel ou tel poste. Donc, toujours est-il que bon, il faut saisir l'opportunité qu'elle se présente. Et vous avez vu que les leaders du parti même n'ont pas voulu laisser passer cette opportunité. Quand je vois quelqu'un comme Jacques Ayagi, il est président d'un parti soutenant les actions du chef de l'État. Idem pour Claudine Prudencio, président du parti Renaissance Nationale, qui n'a pas se soit souhaité confier, eh bien, laisser cette opportunité-là à l'un des membres de son parti. Bon, sûrement qu'ils ont les raisons. Donc, c'est dire que, bon, les acteurs politiques eux-mêmes veulent saisir un peu la perche pour bénéficier un peu des prébendes qui restent encore dans le régime Talon. Merci, Gabin. Gabin Goubi, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. C'est moi. Merci. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit, visiblement tous heureux de savoir qu'il compte toujours pour le chef de l'État. Beaucoup estiment que 2026 s'approche et dans l'incertitude, face au désir de maintenir le système à défaut de l'homme qui l'incarne, il faut faire en sorte de ne pas se créer de nouveaux opposants. Un argument justifié, nous allons poser la question à un analyste politique. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, Edouard Haro. Bienvenue sur Derivement TV. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes analyste politique et enseignant-chercheur. Comment vous avez apprécié la liste des ministres conseillers longtemps attendus? Non, le problème est tout simple. Et moi, je crois que c'est des aspects sectoriels de gouvernance. Et quand on appelle aspect sectoriel de gouvernance, il est heureux de constater que c'est des éléments qui vont concourir au développement de chaque secteur en ce qui concerne le développement du pays. Bon, maintenant, étant donné que l'œuf est maintenant apparent, il est clair de constater que nous sommes dans une synergie d'action. Et cette synergie d'action, lorsque nous prenons un ministère par exemple, il doit avoir autour de ce ministère, il doit avoir des éléments penseurs, des vieux routiniers qui puissent trouver des solutions qui pourront vraiment aider ce secteur-là. Et il en est de même pour tous les secteurs de gouvernance. C'est le gouvernement, c'est la structure gouvernementale en réalité. Donc nous ne pouvons pas jeter la pierre à ce qui est fait et il faut qu'on comprenne que ça doit être également un soulagement pour les ministres qui sont en poste. Ça leur fera un plus en ce qui concerne leur mode d'aide en matière d'évolution de leur secteur. D'accord. Beaucoup estiment, Dr Edouard Haro, que 2026 s'approche et dans l'incertitude face au désir de maintenir le système à défaut, je le disais, de l'homme qui l'incarne, il faut faire en sorte de ne pas se créer de nouveaux opposants. Est-ce que c'est un argument justifié selon vous? Non, moi je peux rejeter du coup de main en ce qui concerne ces manières de penser. Ne pas créer de nouveaux opposants et autres là. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas du tout juste. Nous parlons de développement ici. Et en matière de développement, il est question de tenir compte de tous les paramètres qui pourront permettre à un État complet d'être dans sa plénitude. Dire
dire que ne pas opposant et autres, là, moi, je ne suis pas tout à fait plongé. Je suis loin de penser, sinon de réagir dans cette situation en matière de réflexion. D'accord. Il n'y a pas question de ne pas contenter opposants et autres. Là, moi, je ne crois pas que c'est cela. Ce qui est fondamental, qu'il faut comprendre en ce qui me concerne, c'est des superstructures sectorielles. Et ces superstructures sectorielles, ce sont des éléments de développement. Et quand vous prenez un gouvernement, le gouvernement a chaque ministère, non? Oui. Et maintenant, il est question de donner un volume, une densité à ces ministères pour que l'on ne réfléchisse plus en étroitesse. Et c'est ce qui est fait. En tout cas, si on vous suit, ce n'est que dans la forme que vous restez, donner du volume, prêter main forte au ministre. Est-ce que vous pensez que quelque chose va changer avec ces 12 nommés? Oui, bon, voilà. Pour ma part, pour ne pas paraître insolite, le chef de l'État qui a fait ça, mais je crois qu'il a réfléchi plusieurs fois avant de mettre cette structure-là sur pied. Et c'est pour ne pas dire aujourd'hui maintenant que ça ne pourra rien changer en matière de gouvernance, ce n'est pas juste non plus. C'est ce que moi je crois, parce que comprenez tout simplement que le chef d'État a réagi en ce qui concerne les structures de développement dans ce pays-là. Merci à vous, Edouard Roux. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Fin, mesdames et messieurs, de cette édition spéciale. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous nos internautes. Grâce à vous, nous grandissons. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Guéritier du monde, prenez soin de vous.